reprenons depuis le début. Quand Pokémon Violet et Écarlate sortent en novembre 2022, on est tous bien conscients des nombreux problèmes qu'ils ont. Et je parle pas juste de soucis techniques, non. La map est vide, y a pas de level scaling, les dialogues sont plats, et même d'un point de vue stratégique, c'était une cata. Au lancement, les Pokémon étaient limités à ceux de Paldea, sans les paradoxes, ni légendaires. Bref, les jeux étaient pas méga amusants et contrairement à Legend Arceus qui lui proposait au moins un système de capture dynamique pour nous divertir, là, arrivé à la fin du jeu, devenait vite un calvaire. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont été abandonnés. Certains joueurs ont résisté. D'abord, il y a eu les fans hardcore, comme moi, j'avoue, coupable, qui se sont forcés à le terminer ne serait-ce que pour voir un bout de lore intéressant. Et puis, il y a eu les speedrunners. Speedrunner un jeu, c'est d'une certaine manière le rendre plus amusant qu'il ne l'est déjà. C'est passer des heures à chercher des raccourcis ou des techniques pour gratter quelques secondes. Même si le jeu est éteint, en le speedrunnant, tu joues plus avec ses règles, mais avec les tiennes. Encore aujourd'hui, c'est ce qui maintient en vie une grande partie des anciens jeux Pokémon. Mais pour Écarlate et Violet, le leaderboard est vide. Plus de run, plus d'activité. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi parmi tous les Pokémon, c'est celui-là qui a été abandonné par les speedrunners? Était-il vraiment si mauvais que ça? Je vous rassure, la réponse est bien plus surprenante que ce que vous pensez. Mais juste avant... 500 balles dans une console, tout ça pour devoir repayer les mêmes jeux qu'avant à 70 €. Si seulement il existait un vrai RPG avec de vrais bons graphismes et entièrement gratuit. C'est possible ça? Bah oui, c'est possible avec Crystal of Atlan, un nouveau MMORPG où tu pars à l'aventure avec ta guilde pour explorer des donjons dans un univers de fantasy incroyable. Imagine, depuis la seconde révolution Magitech, le monde est alimenté par des cristaux qui en réalité cachent de lourds secrets. Et pour découvrir la vérité, pas le choix, il faut te rendre en jeu et mener l'enquête toi-même. Il y a même des cinématiques doublées. Faced with true power. Mais je sais ce que tu te dis, ah gna gna gna, encore un RPG mobile comme tous les autres. Non, ici tu choisis ta classe dès le début. 11 classes disponibles et plus de 20 combinaisons de compétences pour chacune d'elles. Chaque combat est rapide, dynamique et surtout unique à ta façon de jouer. Et en bonus, des séquences aériennes stylées et un arbre de compétences ultra complet. Tu choisis ta voix, tu spécialises ton style et tu customises tout. Et quoi, t'es pas convaincu? Allez hop, des animaux de compagnie. Oui, tu peux avoir ton propre animal de compagnie de combat et te battre à ses côtés avec des compétences uniques. Puis, quand t'as pris tes aises, explore les modes PVP avec tes potes ou lance-toi dans les défis en PVE, donjon à 4 ou même 8 joueurs avec tes potes. Bah oui, c'est un MMO. Et qui dit MMO dit guild, boss, stratégie et loot. Et là, accroche-toi bien, il y a déjà 8 millions de joueurs préinscrits. Et pour fêter ça, Crystal of Atlan t'offre des récompenses gratuites au lancement. Une tenue légendaire offerte à ton arrivée dans le jeu, une tenue supplémentaire Twilight Gala si tu te connectes 2 jours, et au bout du 3e jour, un animal de compagnie offert. Et c'est vraiment des alliés de fou pour les combats. Et le mieux, c'est que le jeu est officiellement disponible au moment où je te parle. Que tu sois sur mobile, PC ou PS5, tu peux te lancer dès maintenant dans Crystal of Atlan via le lien en description ou en commentaire épinglé. Sur ce, revenons à la vidéo. Ok, cette question, pas mal de personnes se la sont posées, y compris sur les forums, et les réponses sont plutôt mitigées. Alors, pour comprendre, revenons aux bases. En quoi consiste le speedrun d'Écarlate et Violet? Souvenez-vous, contrairement aux derniers opus de la licence, le jeu avait pour but de rompre avec la linéarité habituelle en proposant un scénario divisé en 3 routes. Les badges, la team de méchants et l'histoire principale. La catégorie Any%, soit celle qui consiste à finir le jeu le plus vite possible, demandait donc de compléter ces 3 parties pour accéder à la vraie fin et finir la run. Et c'est super intéressant sur le papier, parce que c'est un open world. C'est censé offrir plein de possibilités, plein de chemins, plein de raccourcis. Et vu le nombre de bugs et de glitches qu'il y a dans le jeu, il y a de quoi faire. Sauf que... il y a un petit truc qui cloche là, non? C'est trop beau. Attendez, retournons sur la page speedrun pour voir là. Tenez, regardez. Vous remarquez pas un truc Non? 5 heures. Le speedrun des jeux prend 5 heures, c'est énorme. Mais, c'est dans la moyenne des jeux Pokémon, qui prennent entre 3 et 4 heures. Là, on est juste un peu au-dessus. Et en vrai, c'est pas ça qui a tué les speedruns. Il y a plein de jeux avec des runs longues, et ça empêche pas leur communauté d'être super active. Pour beaucoup, c'est même plutôt agréable. Non, le vrai problème de ces 5 heures, c'est qu'elles comprennent 50 minutes d'introduction.
Déjà, il y a 3 minutes de cinématique d'ouverture. C'est plus long que celle de Soleil et Lune et faut se la taper à chaque reset. Heureusement, les speedrunners ont trouvé un compromis, une sauvegarde juste après pour éviter de péter un plomb. Mais ensuite, il y a le putain de tutoriel. Ça englobe tout le début du jeu, le choix du starter, la rencontre avec le rival, le professeur, la team de méchants, comment on combat, comment on capture, et seulement là, t'es libre de jouer. Et ça, ça a toujours été un très gros problème dans les jeux Pokémon. Dans Soleil et Lune par exemple, ça représente 45 minutes d'une run, épée bouclier 45, et écarlate et violet jusqu'à 48 minutes. Sauf que là, dans le premier, t'as déjà vu la première ville, l'école des dresseurs et rencontré Lilier, et dans le second, t'as déjà pu explorer la zone sauvage, découvert Motorbay et combattu Nabil plusieurs fois. Alors que dans écarlate et violet, t'es encore en train d'écouter des PNJ te parler au bout de 48 minutes. Sans avoir pu explorer ni Mesalédo, ni l'école, vu que y a rien à regarder. Du village de base jusqu'à l'école, tu ne peux rentrer dans aucun bâtiment. Alors, logiquement, on se dit qu'il doit forcément y avoir un moyen de le skip, ou au moins le raccourcir. Et on en trouve. On découvre un moyen de quitter le village de base sans sélectionner de starter, mais ça fait crash le jeu. On tente de partir sans obtenir Koraidon ou Miraidon, mais impossible de rentrer dans l'école. On pense à skipper l'école elle-même, mais les arènes ne fonctionnent pas. Et même en essayant de capturer un Pokémon puissant en dehors, histoire de prendre de l'avance et rouler sur le jeu, il t'obéira pas. T'as pas de badge. Les devs ont pensé à tout. Ils nous ont pondu un jeu rushé, mal branlé et rempli de bugs, mais pour t'empêcher de fuir le tuto, là, ils ont tout donné. Dites-vous que même d'autres skips en dehors du tutoriel sont inefficaces. Aller directement à la ligue ne sert à rien, elle te dégage si t'as pas les 8 badges, et si par miracle t'arrives à utiliser un bug de collision pour entrer dans l'ascenseur vers la zone 0, la dernière zone du jeu, accessible uniquement après avoir fini les 3 routes, il fonctionne pas. Aucune zone de fin de jeu n'est accessible sans remplir certaines conditions, même si tu passes à travers. Les développeurs savaient que ça allait être possible, alors ils ont tout verrouillé. Et le pire, c'est que le jeu n'a aucun autre glitch. En gros, si tu veux en utiliser pour avancer dans le jeu, c'est mort. Par contre, si tu veux jouer tranquillement... Voilà. Ça fera 70 €. Et même si tu désactives les cinématiques, ça les enlève pas toutes. Me demandez même pas à quoi sert l'option. À ce moment-là, les jeux viennent à peine de sortir et les speedrunners comprennent une chose. Il n'y a pas de solution miracle. S'ils veulent le speedrunner, ils vont devoir y jouer jusqu'à la fin. Et c'était très loin d'être ce qui allait les décourager. Une fois sorti du tuto, on est enfin libre. On a 50 minutes dans les pattes, mais c'est pas grave, parce qu'on peut encore essayer de gratter du temps. On a donc 3 routes différentes, reste plus qu'à savoir par où commencer, et surtout, quel Pokémon utiliser. En speedrun, on en utilise rarement plus d'un. Le souci, c'est que ces 3 routes ont chacune leurs exigences. Du coup, un Pokémon peut être bon dans l'une, mais nul dans les autres. Chochodile est globalement le meilleur contre les dominants, Coiffeton est pas mal contre la Team Star, et Poussacha est bon pour les arènes. Mais, il nous en faut un qui tienne la route partout. Et en plus de ça, il doit répondre à plusieurs critères. Être d'un double type efficace, avoir de bonnes stats, être capturable dès le début, avoir un bon move pool, et surtout, avoir des animations d'attaque courtes. Parce que ouais, la 9G est la seule génération où on ne peut pas désactiver les animations de combat. Tu te tapes toutes les attaques, y compris l'animation des Terra Crystal. Et en bonus, t'as pas non plus l'option pour désactiver les propositions de switch entre chaque Pokémon. Alors, après des dizaines de tests, des dizaines de prétendants, l'élu a finalement été trouvé. Le plus grand prodige de son temps, le véritable monstre de sa génération, la révélation d'Écarlate et Violet, Flamanroul. J'ai été tout aussi dégoûté que vous. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais en gros, Flamanroul est le Pokémon qui a sauvé le speedrun de la 9G. Il cochait absolument toutes les cases qu'on vient de citer. Ultra polyvalent. Et en plus, avec son talent querelleur, ses attaques normales et combats pouvaient toucher les types spectres. Même si je le hais du plus profond de mon être, c'était le GOAT absolu. Encore aujourd'hui, il n'y a pas mieux que lui dans la catégorie Any Percent. Côté trajet, là aussi, fallait faire des choix. On pouvait pas aller n'importe où. Fallait commencer par battre Craparois pour obtenir le boost de vitesse de Koraidon. Ce qui a ensuite été décidé, c'est dominant, arène, 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 dominant, dominant, arène, arène, dangereux pédocriminel multirécidiviste, arène, arène, star, 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 puant, arène, star, conseil 4, pagna, fin. Ce qui nous donne un trajet comme ça. Ouais, c'est pas une ligne droite, Et tout ça est entrecoupé de cinématiques et de dialogues bien longs. Genre, littéralement... Ça, c'est la vitesse max du jeu. Et c'est même pas un montage.
Avec le temps, tout a été optimisé au maximum. On sait où sont tous les super bonbons, on fait certaines épreuves d'arène à l'avance pour ne pas perdre de temps quand on revient, on les active comme point de vol, et on développe même des techniques pour se déplacer sans avoir toutes les améliorations de Koraidon. Et oui, on speedrun sur Écarlate. Pas parce que Koraidon et les Paradox ils sont objectivement meilleurs, mais juste parce que c'est plus pratique. Certains Pokémon sont plus faciles à battre dans Écarlate que dans Violet. Certes, il y a des raccourcis qui marchent mieux sur Violet, mais Miraidon fait plus laguer le jeu. Ces flammes font littéralement chuter le framerate. Il est caduque, il est nul. Mais ça, c'est si t'as pas craché entre temps. Parce qu'au-delà des lags de base dus à l'optimisation à chier, le jeu souffre aussi d'un memory leak. En gros, plus tu joues, plus le jeu consomme de RAM sans la libérer. Résultat, au bout de 30 minutes à plusieurs heures, le jeu devient de plus en plus lent. Les animations saccadent, les chargements rallongent et même les menus ralentissent. Et dans certains cas, le jeu peut cracher. Pour éviter ça, les speedrunners doivent le redémarrer en plein milieu de la run. Sauf que ça fait perdre du temps. Et souvenez-vous, pour skip l'intro, on avait une sauvegarde juste après la cinématique. Or, en sauvegardant par-dessus, elle est perdue. Donc si tu crashes, t'as plus qu'à relancer, te retaper les 3 minutes d'intro et perdre toute ta dynamique. À ce moment-là, plusieurs mois après la sortie du jeu, les speedrunners commencent à se dire que ça fait quand même beaucoup de contraintes pour une run qui, au fond, n'est pas si fun que ça. Du coup, c'est là qu'on décide de split les runs en 3 catégories séparées. Chaque route devient sa propre run, et comme elles ont des dynamiques différentes, on peut les optimiser indépendamment. Pendant un temps, c'est ce qui a permis à la communauté de rester en vie. Et de développer des techniques de fou, genre un générateur infini à super bonbons pour monter son starter niveau 100 dès le début, ça. Mais malgré tout ça, il restait des problèmes que même les speedrunners ne pouvaient éviter. Certaines zones du jeu laguaient plus que d'autres, et ça dépendait de ta console, de ton timing, ou juste de ta chance. Si pour toi ça lag plus qu'un autre, pas de chance. Et aucun patch n'est venu corriger ça. Alors peu à peu, des gens de la communauté ont fini par partir. À cause du jeu en lui-même, mais aussi à cause de conflits internes liés au règlement. Les runners étaient frustrés du peu de liberté qu'offrait la run, alors chaque nouveauté, comme celle citée précédemment, devenait un débat. Pour certains, c'était de la triche. Il fallait respecter les conditions du jeu de base, sinon la run ne valait rien. Pour d'autres, au contraire, vu que Game Freak avait sorti un jeu inachevé, exploiter ses failles faisait simplement partie de la run. Résultat, plus personne n'était d'accord et ça a fini par fracturer une communauté déjà bien divisée. Et puis, les DLC sont sortis. À ce moment-là, tous les problèmes précédents étaient loin d'être réglés et on espérait vraiment avoir un patch avec les DLC. Vous êtes tellement pas prêts. Oh mon Dieu! Très vite, les speedrunners se sont dit que le plus simple, c'était de créer 2 nouvelles catégories, une pour chaque DLC. Le masque turquoise a évidemment été la priorité, logique, c'est le premier à être sorti. On trouve donc un nouveau Pokémon pour la run, Meditica, et en évitant les Pokémon sauvages, en fonçant au lieu important et en essayant de garder son calme malgré des dialogues à chier, on peut finir le DLC en un peu plus d'1h40. Comme d'habitude, c'est long pour le contenu proposé, mais on n'a pas vraiment le choix. Et à ce moment-là, on ne s'attendait pas à ce qu'un nouveau problème débarque. Un souci qui ne dépend même pas du contenu du DLC en lui-même. Car si vous l'aviez acheté et que vous vouliez relancer une run Any% complète, il y avait de fortes chances qu'au bout de 3 heures de run, il se passe ça. 終了位置が遠いとロードが長いみたいな。つまりね。が長いみたいな。あ、来た。 2 minutes ont été perdues, tout ça parce que la mise à jour du DLC a ralenti le temps de chargement du Bosquet tagué, une des zones les plus buggées du jeu. C'est devenu un cauchemar pour les speedrunners, encore un point qui ralentit la run sans qu'ils puissent y faire quoi que ce soit. Et là aussi, c'est aléatoire. T'as beau faire la meilleure run du monde, si le jeu décide que ce chargement doit prendre 20 secondes, il les prendra. Alors qu'on s'attendait à des corrections, la mise à jour 2.0.1 n'a fait que rajouter encore plus de bugs. Parce qu'à ces ralentissements s'ajoute un softlock si tu pars la brilla par derrière. Oh non! Oh non! Oh non! Non, je suis softlock. Non, c'est incroyable là. Et un crash complet du jeu au boss final, mettant fin à la run à la dernière minute. Je trouve ça encore plus fou quand on sait que le jeu de base a une sauvegarde de secours cachée. Ils savaient que ce genre de situation pouvait arriver, mais ils n'ont rien fait pour l'éviter. Presque 1 an après la sortie du jeu, Pokémon Écarlate n'était toujours pas suffisamment speedrunnable. Il ne leur restait qu'un dernier espoir, le second DLC, le disque indigo, la toute dernière catégorie du speedrun.
Accessible après avoir réalisé tout ce qui a été cité précédemment, soit les 3 routes, la fin du jeu et le masque turquoise, le disque indigo est rapidement, lui aussi, devenu un objectif pour la communauté. Mais cette fois, c'est encore plus complexe. Le jeu misait à fond sur les combats duo. Flamand Rôle ne pouvait plus porter la run à lui tout seul. Et pour ajouter une couche, le masque turquoise demandait de perdre volontairement au début de l'histoire pour aller plus vite. Donc, comment on s'y prend? Parmi toutes les stratégies proposées, une seule s'est démarquée. Speedrunner tout le début du jeu jusqu'à l'arène haut, partir à Septentria, finir la moitié du DLC. Vu que le jeu a mal branlé son level scaling, on aura des Pokémon un peu plus forts, revenir dans le jeu de base, finir les 3 routes, repartir à Septentria, finir le DLC, contacter Interpol, rentrer à Paldea, battre le boss final et seulement là, on peut accéder au dernier DLC. Ce qui représente un total de 7 heures pour la meilleure run. Et encore, c'est avec les bugs de chargement à peine corrigés. Une fois sur place, faut s'équiper, le plus rapide c'est d'élargir son équipe avec des Pokémon adaptés à chaque membre du Conseil 4. Trio Piqueur, Mystigrix, Brutalibri et Coraidon. Sauf qu'à part ce dernier, faut les capturer pendant la run. Et comme ce sont des Pokémon sauvages, bah rien n'est garanti. S'ils sortent, t'as plus qu'à reset son spawn en partant et revenant. Parce que le taux de capture d'une Rapid Ball au début du combat reste meilleur que d'utiliser une Hyper Ball ou de le combattre et risquer un KO. Une fois de plus, c'est toi et ta chance. Tout ça pour que le boss final se fasse sanctionner par Flamand Rôle. Avec tout ça, on obtient un total de 9 heures de speedrun. 10 si on compte la quête de Péchaminus. 10 heures de speedrun quand une grande partie repose sur des moments longs et chiants qui ne dépendent même pas de ta volonté, dans un gameplay qui bug et qui peut te punir pour rien juste parce que le jeu lui-même est mal foutu, c'est juste décourageant. Et encore, tout ça, c'est en prenant en compte qu'il faut sauvegarder et redémarrer le jeu 2 fois pendant la run à cause du memory leak. C'est comme si le jeu avait été pensé pour ne pas être speedrunné. La meilleure run actuellement, c'est un mec qui a eu toute la chance possible. Un Flamand Rôle parfait, aucun bug, des temps de chargement corrects et du skill. Mais pour tous les autres, l'idée de faire avec a été complètement abandonnée. Aujourd'hui, le jeu ne compte plus que 2 joueurs actifs sur speedrun.com. Les dernières runs datent d'il y a 1 à 2 ans et c'est pareil dans quasiment toutes les catégories. C'est bien en dessous de Légende Arceus ou même Épée et Bouclier qui, eux, ont encore su conserver une vraie communauté. Et il est là le véritable échec de Pokémon Violet et Écarlate. Avec eux, Game Freak a réussi à faire l'impensable. Pas juste faire fuir ses joueurs, mais aussi ses propres speedrunners. Parce qu'au fond, c'est le principe même de la discipline et de tout ce genre de défi. Redonner une chance à un jeu, même un peu nul. Si tu t'ennuies sur Légende Arceus, fais-le en speedrun, en Shiny Only ou en Nuzlocke et il deviendra probablement l'un de tes préférés. Or, un jeu qui ne devient pas amusant, même avec toute la volonté, la passion et les contraintes du monde, c'est un jeu qui a échoué. Alors oui, il y aura peut-être un patch pour la Switch 2, oui, il tournera probablement avec plus de FPS, mais tous les problèmes ne seront pas réglés pour autant. Sur ces premières images, on voit plus de Pokémon à l'écran, les textures sont en meilleure qualité, mais la distance d'affichage, c'est toujours pas ça. Et même si demain il tournait en 60 FPS, il serait toujours aussi mal pensé, toujours aussi frustrant à explorer, à casser et à comprendre. Parce qu'un speedrun, c'est pas juste aller vite. C'est dompter un jeu, l'apprendre par cœur et l'aimer malgré ses défauts. Mais quand ce jeu-là ne te rend rien en retour, t'as plus envie de te battre pour lui. Et peut-être que le plus triste dans tout ça, c'est qu'au fond, le seul record que Pokémon Violet et Écarlate ont réussi à battre, c'est celui des jeux Pokémon abandonnés le plus vite par ses propres joueurs.